Voilà. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Association française de thermodynamique des matériaux. Donc, je suis Thomas Guénaud de l'ONERA, j'ai le plaisir d'animer le séminaire d'aujourd'hui qui va être donné par Olivier Deselus. Euh, c'est un plaisir à deux titres. D'abord parce qu'Olivier est le président de l'association. Il a été à l'initiative du GDR Thermat HT. C'était la structure qui a précédé l'association, donc en 2012. Il en était le directeur adjoint, puis le directeur, jusqu'à la fin du GDR et la transformation du GDR en association, qui le préside donc. Par ailleurs, Olivier est maître de conférence à l'université Claude Bernard à Lyon et chercheur au laboratoire des multimatériaux et interfaces. Et c'est aussi un plaisir d'animer le séminaire parce qu'Olivier va nous parler aujourd'hui du concept de chemin de diffusion et de ses applications. Et c'est une présentation qui fait écho au séminaire sur la modélisation de la diffusion que j'ai donné il y a 2 semaines. Donc, c'est un enchaînement qui est intéressant de voir ça aujourd'hui. Donc, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure dans l'outil discussion, le Zoom, ou d'attendre la fin de l'exposé. Vous pourrez poser vos questions à vive voix. Vous pouvez reprendre la parole. Voilà, donc à toi, Olivier. Merci Thomas. Merci beaucoup Thomas pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, j'avais décidé de parler du concept de chemin de diffusion quand on a fait la liste des webinaires de l'association. Et donc c'est un concept que moi j'ai découvert, rencontré quand je suis arrivé ici à Lyon via quelqu'un qui m'a un peu tout appris sur le sujet, qui s'appelle Jean-Claude Viala, qui était le responsable d'équipe dans laquelle je suis arrivé ici à Lyon. Et donc, j'ai essayé de vous présenter un petit peu les choses que j'ai apprises avec lui et puis la façon dont on a pu appliquer ce concept au fil du temps sur différents systèmes. Donc, j'ai commencé par une petite introduction quand même pour expliquer un peu les définitions associées à ce concept de chemin de diffusion et puis un petit peu de contexte à quoi ça sert avant de rentrer un peu dans le détail de la mise en application. Donc le contexte, bien entendu, c'est celui principalement des interfaces réactionnelles qu'on va trouver dans tout un tas de matériaux aujourd'hui, tout un tas de multimatériaux, de choses très complexes vers des choses plus simples. Donc typiquement, parmi les choses peut-être les plus complexes, on va trouver la formation de la phase NB3SN pour les aimants supraconducteurs, qui se fait par un chemin réactionnel plutôt compliqué, en plusieurs étapes, dans le système cuivre-étain-niobium. Typiquement, pour aboutir à la phase NB3SN, qu'on voit ici dans l'image petit d tout à droite, là, on va passer par des intermédiaires réactionnels avec des composés du binaire cuivre-étain, qui sont les phases état, epsilon ici. Donc, on a un cheminement qui est assez complexe puisqu'on part de cuivre, d'étain, on peut partir du cuivre, d'étain et de niobium pur, cheminer avec la formation de phases dans le système cuivre-étain pour terminer avec la phase d'intérêt qui est NB3SN et ici un noyau de cuivre. Et donc, pour former ces phases, pour optimiser la nature des phases qu'on va former, pour essayer d'optimiser également la cinétique réactionnelle, mais c'est important de savoir par où on va passer en fait dans le système chimique, quels sont les enchaînements de phases qui vont avoir lieu et quelle marge de manœuvre on a pour essayer d'optimiser les propriétés à la fin en changeant de chemin. Donc les cycles peuvent être à la fois très longs et très complexes et c'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre un peu conceptuel pour les penser, les comprendre et les optimiser. Alors, ces interfaces réactionnelles, elles peuvent aussi avoir des conséquences qui peuvent être au niveau des propriétés des mécaniques, par exemple, des interfaces, qui peuvent être soit très positives, soit très négatives. Je vous présente un exemple ici sur lequel on reviendra un petit peu plus en détail plus loin. Avec à gauche, là, vous avez une interface qui se forme entre un alliage de fonderie d'aluminium-silicium, un aluminium avec 7% de silicium et un acier.
Et on voit que au niveau du développement de cette interface, on a d'abord une interface qui est assez épaisse, donc on a 80 microns de zone réactionnelle, et puis on a un phénomène qui apparaît, dont a un peu parlé Thomas il y a 2 semaines, qui est la formation ici de vide de Kirkendall, et du coup une très grande fragilisation de cette interface, qui a des propriétés mécaniques très faibles. À l'inverse, on remplace l'acier par le titane et on fait exactement le même type de traitement thermique. Et dans ce cas-là, on a à la fois une zone réactionnelle qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus compacte, plus fine, et dont la croissance, chose qu'on verra aussi tout à l'heure, dont la croissance génère également une zone ici dans l'alliage où on a consommé tout le silicium. Donc on a une zone ici avec de l'aluminium pur, donc une zone très ductile. Et là, on a à l'inverse des propriétés mécaniques qui sont très, très élevées. Donc, une interface qui a une très bonne résistance. Et tout ça est lié au développement, à la nature de la zone qui se forme et à son développement spatial et temporel. Et puis aussi, quand même, les zones réactionnelles, je ne vais pas terminer sans dire que c'est quand même des jolies choses. Voilà. Donc, on peut aussi simplement essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire des choses qui sont jolies comme celle-ci. Voilà, donc on a besoin d'un concept et d'une méthode pour comprendre la formation de ces zones réactionnelles, pour donc les comprendre quand on les voit, les anticiper avant de les faire, c'est-à-dire essayer de savoir à l'avance ce qui va pouvoir se former, et puis tout ça dans l'objectif in fine de contrôler la formation. Donc pour ça, généralement, comme très classiquement en sciences des matériaux, on a besoin de connaissances sur la thermodynamique du système, et on a besoin de connaissances sur des aspects cinétiques. Donc, ce sont les deux qui vont être indispensables pour aborder la formation de la zone réactionnelle. Donc, en ce qui concerne la cinétique, je vous renvoie plutôt au webinaire de Thomas d'il y a 2 semaines. Je ne vais pas trop aborder les aspects cinétiques aujourd'hui, et plutôt me focaliser sur les outils de la thermo associés au concept de chemin de diffusion. Alors, ce concept, on a besoin d'abord de quelques définitions pour le positionner. Il a été introduit en fait initialement par Kirkcaldy et Brown en 1963, alors sous la forme de règles qui ne sont pas forcément des choses très très simples à lire et à comprendre. Et initialement, avec une pensée pour les auteurs qui étaient essentiellement tournés vers des systèmes monophasés, mais avec une portée en fait plus générale. Une des conditions qui est très importante dans l'ensemble de ces règles, c'est qu'on verra par la suite, et c'est ce qui fait qu'on peut utiliser, que la thermo est très utile dans le concept de chemin de diffusion, c'est la notion d'équilibre aux interfaces. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire et le concept n'est plus efficace si on perd la notion d'équilibre local aux interfaces. Donc, à la suite de ces règles, quasiment dans la foulée, Clark a proposé en fait une traduction, on va dire, graphique de l'ensemble de ces théorèmes pour en fait proposer une sorte de convention, de représentation. Donc, il a conventionné un petit peu ces règles sous la forme que l'on voit ici, c'est-à-dire qu'il a conventionné ça sous la forme de un chemin qu'on voit ici sur une section isotherme, avec différentes façons de traverser des domaines monophasés, biphasés, triphasés, et les différentes façons dont on traverse ces domaines, tels qu'on les voit ici sur la section, se traduisent par des microstructures particulières qu'on voit ici à gauche. Donc ça, c'est la figure assez célèbre qu'on retrouve dans beaucoup de littérature ensuite, la convention de représentation de Clark. Alors, cette convention de représentation, elle va nous permettre, typiquement, à partir d'une microstructure observée, de l'interpréter sur la connaissance thermodynamique du système, donc par exemple ici, de l'interpréter sur la section isotherme. Et à l'inverse, ce qui est souvent ce qui est déjà quelque chose d'intéressant, mais ce qui peut être parfois plus intéressant, c'est de fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire d'utiliser la connaissance, par exemple ici, de la section isotherme pour prédire, dans une certaine mesure, quelles sont les phases qui vont se former, quelles microstructures on peut attendre, quelles épaisseurs on peut attendre, etc.
Donc, c'est ça un petit peu l'histoire du concept de chemin de diffusion. Alors, ça, quand on va rencontrer ça, on va rencontrer aussi différentes terminologies, différentes définitions qu'il faut positionner, que je vais essayer de repositionner ici sur un cas assez classique qui a été proposé par Frans van Loo, qui est un des, on va dire, des troisièmes noms qu'il faut connaître associé au chemin de diffusion, qui est quelqu'un qui a produit énormément de littérature autour de l'explication justement des zones réactionnelles appuyées sur la thermo et la diffusion. Donc, on a ici quelque chose qu'il avait proposé, une section type sur laquelle on va visualiser des grandeurs importantes. Donc, ces grandeurs importantes sont tout d'abord ce qu'on peut appeler le vecteur composition initiale. C'est quelque chose d'assez simple. C'est la ligne ici pointillée rouge qui relie les deux compositions extrêmes de notre couple de diffusion ou en fait de notre interface qui va devenir une interface réactionnelle. Donc ici, une phase qui correspond à la solution solide qui s'appuie sur l'élément A et de l'autre côté, une zone biphasée dans laquelle on a cette phase qu'on va appeler alpha et des précipités de la solution solide riche en B à l'intérieur. Et au milieu, on a le carré ici qui va correspondre à la composition initiale, c'est-à-dire quand on regarde un petit peu la composition globale, on attend du coup ce point d'après les ratios de la phase delta et des autres. Ce point de composition globale va nous renseigner sur quelque chose vers laquelle, a priori, un état vers lequel, a priori, on va tendre pour un temps infini, qui est l'équilibre final, qui nous dit qu'on devrait avoir ces deux intermétalliques ici en bleu, avec un ratio qui est donné par la règle du levier sur la conode, etc. Donc ça, c'est ce qu'on attend tout à la fin. Or, on sait bien que ce qui va nous intéresser quand on va élaborer le matériau, très certainement, on ne laissera pas un temps suffisant pour atteindre cet état d'équilibre. Et donc, il risque de se former tout un tas de choses entre les deux. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, le concept de chemin de diffusion va s'appuyer, comme j'ai dit tout à l'heure, principalement sur une hypothèse très, très forte, qui est d'avoir des équilibres locaux au niveau des interfaces. Alors, dans ces équilibres locaux, on va distinguer les équilibres stables. Donc, par exemple, ici, j'ai imagé un chemin réactionnel possible avec une interface ici qui est caractérisée par la conode numéro 1. Donc, ici, on a bien un équilibre à cette interface. Si le chemin suit ensuite cette conode-là, on a une deuxième interface qui est également à l'équilibre. Et enfin, s'il passe par cette troisième conode, on a une troisième interface qui est également à l'équilibre. Bon, je ne rentre pas dans les détails plus après sur ce qui se passe sur le reste, mais l'important à noter, c'est que le concept repose sur le fait d'avoir des équilibres locaux, c'est-à-dire au niveau des interfaces, à chacune des interfaces dans le couple. On verra un peu plus tard les raisons pour lesquelles on peut parfois déroger à ce principe. Alors, une chose qui est également très importante, c'est que les équilibres locaux, on peut en avoir de deux sortes. On peut avoir un équilibre local stable, c'est ce qu'on vient de voir précédemment, mais on peut aussi imaginer des équilibres locaux métastables. Ce qui va être le cas, par exemple, si on réimagine notre section isotherme, mais cette fois avec uniquement les deux phases de départ, alpha et delta, toute seule, alors on peut imaginer également qu'il y ait un équilibre cette fois métastable entre les deux phases. Il va être caractérisé par des compositions différentes pour chacune des deux, alpha et delta. Ces équilibres métastables, aujourd'hui, on présente l'intérêt qu'on peut les calculer si on a des outils de calcul qui sont des bases de données CalFAD. On peut envisager de calculer aussi des équilibres métastables, ce qui est une avancée par rapport à ce qu'on pouvait avoir typiquement dans les années 90, où on n'avait pas encore beaucoup de bases de données et du coup, c'était assez parfois difficile d'interpréter certains cheminements parce que ces cheminements pouvaient passer par des étapes intermédiaires métastables qu'on ne pouvait pas anticiper. Aujourd'hui, via le calcul thermo, on peut envisager d'anticiper des cheminements métastables.
Donc tout ça se calcule et maintenant, avec les outils de la thermo, on peut y avoir accès. Alors du coup, si on revient sur la convention de représentation de Clark, donc comme je vous ai dit, il y a un sens qui est de dire je récupère une microstructure que j'ai dans mon échantillon, je veux l'interpréter. Alors dans ce cas, on travaille dans ce sens-là de l'interprétation. Ça veut dire qu'on a un chemin qu'on appelle un chemin de réaction à gauche et on va essayer de voir si ce chemin de réaction correspond à un chemin de diffusion dans le système, donc ici dans la section isotherme. Pour ça, en gros, si on mêle un petit peu les théorèmes de Kirkcaldy et la convention de Clark, on arrive à 3 conditions principales pour cela, qui sont de trouver effectivement des interfaces qui sont à l'équilibre. La deuxième condition, c'est de bien conserver la matière. Et ça signifie que ce qu'on a appelé le vecteur composition initiale, donc par exemple ici la ligne AZ, le chemin ici, quand je suis le chemin réactionnel sur mes lignes, il doit traverser, il doit couper le vecteur composition initiale. Ça signifie qu'on est en mesure effectivement de conserver la matière. C'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est que les phases qui se sont formées au niveau de notre interface, dans la zone réactionnelle, puissent s'être formées dans le cadre d'une croissance par diffusion et donc dans un gradient d'activité négatif. Donc ça veut dire qu'il faut également s'intéresser à cet aspect-là, c'est-à-dire à la variation d'activité et pas seulement de composition au travers de la zone réactionnelle. À l'inverse, si on veut cette fois plutôt s'appuyer sur les connaissances qu'on a de la thermo, donc par exemple la capacité qu'on peut avoir à calculer une section isotherme, et de se dire maintenant qu'est-ce que je peux attendre si je mets en contact deux matériaux de composition différentes avec ce concept de chemin de diffusion. Donc ça va nous permettre de prévoir la nature des phases formées, parce qu'il va falloir cheminer en respectant l'équilibre aux interfaces. Ça va nous permettre aussi d'avoir une estimation des épaisseurs. On va pouvoir l'envisager via en fait les écarts entre la composition des phases et le vecteur composition initiale. Et prévoir également la microstructure, c'est-à-dire l'agencement des phases en fonction de la façon dont on va traverser les domaines. D'accord ? Ce que vous pouvez illustrer de droite à gauche, là, par exemple, la traversée de certains domaines va donner lieu à des interfaces planes ou à des interfaces ici qui sont, entre guillemets, rugueuses. Donc, on a une capacité également à prévoir des choses, et c'est surtout ça qui est utile. Alors, je vais juste présenter rapidement un petit exemple sur un binaire pour illustrer avant de passer aux exemples sur les ternaires. Donc, sur le système cuivre-étain dont on a parlé un tout petit peu au départ pour les aimants supraconducteurs. Donc, sur des choses qu'a priori, là, tout le monde, sur les binaires, tout le monde connaît. La prévision des phases attendues. Vous avez ici le diagramme de phase cuivre éteint. Si on regarde à 300 degrés ce qui peut se passer si on met en contact de l'étain, donc à l'état liquide, avec du cuivre, chacun sait ou se rappelle de quand on regarde le diagramme de phase, a priori, quand on va faire la traversée entre l'extrémité de notre couple, ici l'étain liquide, et l'autre extrémité, le cuivre solide, on attend la formation des deux phases intermétalliques ici, donc Cu6SN5 et Cu3SN. Donc, c'est exactement le concept de chemin de diffusion, mais dans un binaire, ça prévoit les phases qu'on attend se former à l'équilibre. Vous savez également qu'on peut prévoir un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'au-delà de prévoir simplement les phases, on peut également prévoir les compositions d'équilibre via la règle de la tangente commune. Alors ça, typiquement, voilà, on rentre dans l'intérêt de pouvoir faire des calculs sur une base de données, c'est qu'on ne se contente pas simplement du diagramme, on peut calculer pour la température qu'on regardait les courbes en G de chacune des phases, et à partir de là, on va pouvoir appliquer la règle de la tangente commune et en déduire, comme ici, la composition du liquide qui sera en équilibre avec la phase Cu6SN5. Et en face, on a la composition de la phase Cu6SN5 en équilibre avec ce liquide. Et on peut faire la même chose, bien entendu, pour chacune des interfaces. Donc, on a une information complémentaire qui est la composition attendue.
On peut également avoir une information en plus de l'équilibre stable. Donc, par exemple, ici, je reprends l'équilibre stable entre le liquide et la phase Cu6SN5, qui nous donne ici la composition, la solubilité du cuivre à l'équilibre avec Cu6SN5. Mais je peux aussi tout à fait, avec cette représentation, estimer cette fois l'équilibre métastable à l'interface entre le cuivre et le liquide éteint. Et donc, la composition ici du liquide métastable. Alors là, vraiment métastable, hein, puisque métastable en considérant qu'on n'a pas encore la formation des intermétalliques et on n'a même pas encore enrichissement de la solution solide de cuivre en étain. Donc, on est véritablement sur la solubilité maximale que peut avoir le cuivre dans l'étain. Et donc, on sait que typiquement, la formation de Cu6SN5 va intervenir pour une solubilité, une dissolution de cuivre dans l'étain qui sera intermédiaire entre ces deux grandeurs extrêmes. Et on peut en déduire des grandeurs qui peuvent être intéressantes, comme par exemple les forces motrices maximales pour la formation des différentes phases intermédiaires. Donc ça nous apporte aussi voilà, c'est un petit peu le type d'informations qu'on peut obtenir par le calcul et qui vont être importantes pour anticiper la formation des phases, donc typiquement les forces motrices. On peut obtenir également des informations cinétiques, donc un petit peu comme on l'a fait juste précédemment avec la règle de la tangente. On va pouvoir typiquement obtenir la force motrice pour la diffusion de l'étain dans Cu6SN5 comme étant la différence ici entre la tangente qui correspond à l'équilibre avec le liquide et la tangente qui correspond à l'autre extrémité finalement du couple, qui est la tangente ici en bleu, qui est l'équilibre entre Cu6SN5 et Cu3SN. Et donc, de l'autre côté, là, on a la différence de potentiel chimique de l'étain au travers de Cu6SN5, donc la force motrice pour la diffusion. Et on a la même chose de ce côté-là, si je regarde pour Cu3SN, pour la diffusion du cuivre dans Cu3SN. Et donc ça fait référence à ce qu'a présenté Thomas il y a 2 semaines, où globalement, pour la diffusion, on a besoin de 2 choses. On a besoin des termes de mobilité dont il a parlé, et on a besoin des termes de force motrice. Et ces termes de force motrice, voilà, on en a 2 ici, qui nous permettent d'estimer la force motrice pour la diffusion au travers de nos 2 intermétalliques. Voilà, donc ça, c'est pour repositionner un petit peu les outils qu'on va pouvoir utiliser. Et maintenant, on va regarder ce qui peut se passer quand on rentre dans les ternaires. Donc, les représentations sont un petit peu plus complexes, mais les principes restent un petit peu les mêmes. Et donc, ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est qu'en revanche, on rentre très vite dans une des subtilités de l'interprétation des chemins de diffusion, c'est que, contrairement à ce qu'a pu présenter initialement Clark et Kirkcaldy, qui se sont intéressés à la partie finalement équilibre, très souvent, on a des chemins qui ne sont pas encore à l'équilibre, parce que le chemin de diffusion, c'est une séquence qui est à la fois spatiale, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir en fait dans la définition du concept, mais c'est aussi une séquence temporelle. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir du temps pour atteindre cette séquence d'équilibre. Alors, je vais vous présenter un exemple sur les ternaires que j'ai pris en introduction, donc les alliages de fonderie aluminium-silicium, par exemple ici en contact avec un ferreux, donc c'est le contexte du renforcement local de pièces de fonderie aluminium-silicium qu'on voit ici, qui est localement renforcé ici au centre. Donc là, c'est pour un passage de vilebrequin. Donc typiquement, si on a de l'aluminium-silicium, c'est pas assez résistant. Et donc, on va, au niveau du passage d'axe ici, on va venir insérer un matériau ferreux qui va être en mesure, lui, de supporter les contraintes. Et on a besoin qu'il y ait une très bonne qualité d'interface entre la pièce de fonderie aluminium-silicium ici et l'insert ferreux au milieu. Donc, comme c'est de la fonderie, ça veut dire que c'est élaboré, c'est coulé au moment où on coule le liquide. Donc, on élabore l'interface avec l'aluminium-silicium liquide. Donc, le système aluminium-silicium-fer, il ressemble à ça. Donc, on voit bien que c'est un système assez compliqué, avec toute une zoologie de phases intermétalliques, ici intermétalliques ternaires, qui interviennent en plein milieu. Et on voit bien que pour passer de notre extrémité AS7 ici, tout à fait à droite,
au fer qui est de l'autre côté, il va pouvoir se passer pas mal de choses et on anticipe peut-être la formation d'intermétalliques. Et qui dit formation d'intermétalliques dit éventuellement un soupçon de problème, un problème de propriété mécanique de notre interface. Alors, si on regarde ce qui se passe justement quand on fait à l'état liquide, quand on vient couler le liquide sur la pièce, on obtient ensuite, si on caractérise l'interface, donc soit pour un temps court, soit pour ce qu'on va appeler un liquide agité. Et en fait, dans les deux cas, du point de vue de la thermo, pour nous, ce qui est important, temps court ou liquide agité, ça veut dire un liquide non saturé. Et donc, un liquide non saturé, ça veut dire qu'on a un processus de dissolution en continu. Et donc, typiquement, on va trouver des zones réactionnelles plutôt minces parce qu'elles se dissolvent en même temps qu'elles croissent. Et donc, typiquement, dans ces zones réactionnelles, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une phase ici qui est marquée taux 5, qui est la phase d'équilibre avec le liquide. Et entre taux 5 et l'acier, on va trouver en fait une seule phase, qui est cette phase notée eta, qui est ici, qui est Fe2Al5. Donc, on voit tout de suite là qu'on n'est pas du tout dans une séquence réactionnelle qui correspond à un chemin de diffusion, puisque on a une interface à l'équilibre, c'est l'interface liquide taux 5, et derrière, nos deux autres interfaces en fait ne sont pas à l'équilibre. Taux 5 n'est pas en équilibre avec eta, et eta n'est pas directement en équilibre avec la solution solide de fer. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important qu'on va retrouver de manière systématique, c'est que très généralement, l'interface qui est à l'équilibre, la première interface à l'équilibre, c'est l'interface avec le liquide, quand on a des procédés impliquant un liquide. Donc ça, c'est aussi quelque chose de rassurant auquel on peut assez facilement se raccrocher, c'est qu'a priori, cette interface-là, elle se met facilement à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas pour les suivantes. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est là on va changer peut-être une représentation dont vous avez peut-être moins l'habitude, c'est de s'intéresser non plus au paysage de composition, donc sur la section isotherme, mais de s'intéresser un petit peu au paysage énergétique de notre système. Alors, ce que j'appelle le paysage énergétique, finalement, c'est quelque chose qui est en lien avec le potentiel chimique, et donc la grandeur qu'on utilise, qui est plus simple en termes de représentation sur un axe, c'est l'activité, parce qu'elle, elle varie entre 0 et 1. Donc ici, typiquement, vous avez, on peut imaginer que c'est notre diagramme ternaire ALFE-SI, mais vous imaginez que typiquement le sommet SI, là, vous l'ouvrez, c'est-à-dire vous prenez une représentation rectangulaire, d'accord, et vous représentez donc sur l'axe à des abscisses en bas, on évolue de fer pur à gauche à aluminium pur à droite, et sur l'axe vertical, on n'a pas la composition en silicium, mais l'activité du silicium, avec une référence à 1 pour le silicium diamant à la température à laquelle on est en train de regarder notre système. Et donc, on voit qu'on a un paysage qui se présente de manière totalement différente. La première chose, c'est que notre liquide, il occupe toute la partie à droite ici, le long de l'axe, d'accord? C'est-à-dire qu'il va de l'aluminium pur ici au liquide saturé en silicium, donc avec une activité 1 en silicium. Donc, on a notre liquide en fait qui est dilaté, il occupe tout l'espace en fait de notre diagramme en activité, puisque l'activité du silicium, il varie entre 0 et 1. On voit aussi que toutes les phases intermétalliques ici, qui étaient assez difficiles à voir, qui sont parfois très très ponctuelles, c'est-à-dire qu'elles sont très stoichiométriques, qui sont parfois un domaine de composition un peu étendu parce qu'il y a de la substitution, et toutes ces phases, en fait, elles se répartissent très différemment. Et un des points importants qui est à noter sur ce type de diagramme, c'est en quelque sorte la stabilité des phases comparée va pouvoir être évaluée avec l'importance qu'elles prennent sur le diagramme. Donc typiquement ici, la phase qui est marquée ici 9, on voit que c'est une phase qui doit avoir une très grande stabilité puisqu'elle est capable finalement d'être en équilibre avec dans un domaine où on a une activité de silicium faible jusqu'à des domaines où on a des activités de silicium élevées. Donc, elle s'impose dans le diagramme sur un très grand domaine d'activité en silicium. Ce qu'on retrouve, en fait, parce qu'elle est ici, ce qu'on retrouve avec le fait qu'on dit sur un diagramme, une section isotherme comme ça, c'est qu'elle tire les conotes vers elle. Il y a énormément de phases qui viennent s'équilibrer avec elle. Que ces phases soient riches en silicium ou pauvres en silicium, elles vont venir s'équilibrer avec elle. Et donc, cette phase ça nous permet d'identifier des phases dont on peut penser qu'elles vont rapidement être assez incontournables dans notre système et qu'on risque de les voir apparaître. Voilà, ça nous donne une vision différente.
Si on regarde maintenant nos phases qu'on a formées effectivement à l'interface, on va retrouver notre phase Tau5 ici. Et si je positionne l'activité du silicium dans un alliage AS7 à cette température, on est ici aux alentours de 0,27. Et donc, on attend effectivement que notre liquide soit en équilibre avec Tau5. Et puis, on a notre phase état Fe2L5 qui est là et qui confirme effectivement qu'entre Tau5 et Fe2L5, on n'a pas d'équilibre puisqu'on ne voit pas de conode. En revanche, on commence à anticiper qu'on devrait pouvoir former d'autres phases et ces autres phases, on les devine, elles sont par ici. Alors, je vais faire un piège parce que je vais changer de température. On va regarder ce qui se passe à 535 degrés C. Donc, en fait, d'un point de vue applicatif, ça veut dire quoi? Généralement, quand on fait la coulée, ça ne dure pas très longtemps. Donc, on est plutôt sur le cas qu'on a vu précédemment. Et en revanche, derrière, si on veut optimiser les propriétés mécaniques de l'alliage aluminium-silicium, on va faire des traitements thermiques. Et donc, ces traitements thermiques, ils commencent par une mise en solution aux alentours de 535, d'où la température qu'on voit ici de 535. Et qui dit traitement thermique à l'état solide, dit des temps plus longs, et donc éventuellement le développement de la zone interfaciale. Donc, ce développement de la zone interfaciale, on va le regarder de la même façon sur notre paysage composition et sur notre paysage énergétique en activité. Donc, on a nos deux extrémités, donc l'alliage AS7 ici, qui à l'état solide correspond à une activité de silicium qui est égale à 1, et le fer, l'insert en fer de l'autre côté. Donc, on voit effectivement que on va pouvoir on va pouvoir cheminer pas mal avant de relier les deux. Alors, si on regarde ce qui se passe pour un temps court, au bout de 3 heures, on observe quoi? Bon, notre phase Tau5, elle a disparu et on retrouve en fait son équivalent en équilibre avec l'extrémité AS7, c'est la phase Tau6. Donc, qui est ici, côté alliage. Et puis, on a toujours la phase état qui est présente, elle est plus épaisse, et en fait, elle contient des précipités de la phase Tau1,9. Alors, Tau1,9, c'est cette phase dont je vous parlais, là, qui s'imposait, qui était très grande. Donc, alors ça, c'est précipité à l'intérieur. Si je me réfère à la convention de Clark, ça se représente avec une espèce de cheminement là, qui monte dans le domaine biphasé et qui revient. Donc, c'est un aller-retour dans un domaine biphasé. Donc, ça correspond ici à ce cheminement-là, c'est-à-dire qu'on va chercher la phase Tau1,9 et on revient dans du état, puisque seule la phase état est continue, la phase Tau1,9 est précipitée. Et donc, de la même façon, on voit qu'on n'est pas encore à l'équilibre, c'est-à-dire que notre Tau6 n'est pas en équilibre avec Tau1,9, mais on peut anticiper ce qui va très certainement se former. On va passer très certainement par ces phases ici en intermédiaire. Si on laisse se développer le chemin de manière plus longue, typiquement 72 heures, alors on va vers un chemin réactionnel qui est quasiment complet, donc qui commence à ressembler effectivement à un chemin de diffusion, puisqu'on va avoir la phase Tau6, on va trouver dessous notre phase Tau6 la phase ici Tau2, une petite zone où on va trouver également du Tau3, et puis on a surtout cette phase état qui a poussé encore de manière très importante, jusqu'à former, et puis la Tau1,9 qui est dedans va finir par former sa couche propre Tau1,9. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire simplement l'aller-retour qu'on voyait ici à l'intérieur, eh ben, on va vraiment la traverser complètement pour aller connecter en fait avec le chemin de diffusion du côté AS7. Donc on voit typiquement qu'il faut du temps pour développer la séquence complète qui va effectivement correspondre à un chemin de diffusion. Alors, cette question justement de la séquence complète et du temps a longtemps amené la question des phases manquantes. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on a une phase manquante? Est-ce que le concept de chemin de diffusion est toujours valable ou pas? Comment est-ce qu'on explique ce genre de choses? Alors, il y a un cas d'école auquel que je vais vous ramener ici, qui est une très vieille et magnifique publication de Franz van Loo sur le système TIAL. Donc, ils avaient fait des couples de diffusion TIAL qu'ils ont traités à 600 degrés. Vous avez le diagramme de phase ici en bas. Et donc, on attend normalement une séquence réactionnelle avec de nombreuses phases. Et en fait, on ne trouve que AL3TI. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 phases manquantes. Ce qu'on attend normalement, c'est AL3TI, mais aussi TIAL2, TIAL, TI3L. D'accord? Et on ne voit que celle qui est ici, côté aluminium, là, qui est AL3TI.
Alors, la question, après, c'est toujours pareil, la question des phases manquantes, très longtemps, parmi les hypothèses, il y a par exemple la question de peut-être c'est des phases qui ont du mal à nucléer. C'est-à-dire c'est un problème de germination au niveau des interfaces et on n'arrive pas à initier la croissance de cette phase. Donc, dans cette publication, ce que Van Loo avait fait, c'est de faire un nouveau couple, titane Al3TI. Donc, un demi-couple, on va dire, un couple non complet. Et dans ce cas, toutes les phases sont présentes. On voit apparaître, dans ce cas, TI3L, TIAL, TIAL2. Et l'intérêt, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai des phases là, je ne peux plus mettre en avant le problème de germination. Je rajoute sur ce couple déjà existant que j'ai fait croître, on rajoute dessus un end-member d'aluminium. Et quand on fait ça et qu'on retraite ça à 600 degrés, on retombe, on refait disparaître toutes les phases TI3L, TIAL, TIAL2 et on retombe sur le couple initial, titane aluminium avec uniquement Al3T. Ce qui met en avant le cas qui me semble être le cas le plus général pour lequel on ne voit pas des phases qui sont manquantes dans la séquence qui devrait être un chemin de diffusion, c'est un problème de cinétique de croissance relativement aux phases voisines. C'est-à-dire qu'on a des phases qui ne poussent pas assez vite, qui, sitôt formées, sont détruites pour alimenter la croissance de leurs voisines. Typiquement, dans le cas qu'on vient de voir de aluminium fer silicium, c'est le cas de la phase état Fe2AL5 qui est très présente. On voit que c'est elle qui donne, qui épaissit le plus dans la zone réactionnelle. Et cette phase a une structure un peu particulière qui est imagée ici, donc dans un travail qui a été publié récemment par l'équipe de Andreas Leinweber, avec, selon la direction 001, on va trouver ces espèces de canaux qui vont expliquer le fait qu'on a une direction dans laquelle on a une croissance qui peut être très rapide de cette phase. Et du coup, quand cette phase se forme, sa croissance va être telle qu'en fait, elle va empêcher ses voisines de se former. Et donc, les autres phases voisines vont être manquantes très longtemps, tant que la phase état Fe2L5 n'aura pas atteint une épaisseur telle que sa croissance va commencer à ralentir. Je vais juste prendre un autre exemple sur aluminium silicium, pardon, du coup là, c'est pas du fer, c'est du titane en bas à gauche. Il y a un autre exemple de séquence temporelle. Donc dans ce cas-là, donc on attend la formation à partir du même alliage, AS7, même température, 535. On attend la formation de cette phase tau ici, donc qui est très riche en silicium. Quand on regarde ce qui se passe effectivement en fonction du temps au niveau de cette interface, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement une zone réactionnelle, alors très fine, on la devine à peine ici, qui se forme, et surtout on observe la consommation très importante du silicium dans l'alliage, avec l'apparition ici d'une zone d'aluminium pur qui épaissit très rapidement. Donc consommation du silicium. Ce qui se traduit au niveau de la zone réactionnelle par cette évolution, où on a ici voilà, la phase tau, donc riche en silicium, qui se forme, qui épaissit. Et en revanche, quand on pousse jusqu'à 200 heures, on voit quelque chose qui change, puisque maintenant, c'est le titane qui apparaît comme majoritaire, l'aluminium qui est majoritaire dans la séquence réactionnelle, et le silicium ici qui est descendu. Donc, on a un changement de nature de la phase et on a une nouvelle phase qui s'est formée. Alors, cette nouvelle phase qui s'est formée, comment est-ce qu'on peut l'interpréter, la regarder? Si on regarde un petit peu notre paysage composition, notre paysage énergétique, ça, c'est notre séquence initiale. On part d'un AS7. Là, la ligne va vers le titane. On va former la phase tau. La phase tau va conduire à la consommation du silicium. Quand on consomme le silicium, en fait, ça veut dire que petit à petit, on va traverser ici le domaine biphasé en biais, d'accord? Et on voit bien que quand on le traverse ici, si on fait l'arrêt du levier, on a moins de silicium. Et donc, on va continuer comme ça jusqu'à descendre, et bien entendu, descendre jusqu'au moment où on va rencontrer ici l'extrémité de domaine biphasé, et on va rentrer dans le monophasé, et donc on va former une couche d'aluminium pur. Donc, on chemine après dans la solution solide d'aluminium intermédiaire, donc ça veut dire qu'on passe par là, et on repart toujours sur la phase tau. Mais une fois qu'on a fait ça, on devine aussi qu'il peut y avoir une bascule plus bas. Si on continue de descendre en silicium, alors on va finir par
passer non plus dans ici l'équilibre recto, mais l'équilibre avec la phase suivante qui est AL3TI. Et ça veut dire que du point de vue cheminement, on va passer dans ce domaine AL3TI, liquide AL3TI, enfin aluminium Al3TI, et ici on retrouve le taux qui était initialement présent, cette phase taux qui reste et qui très certainement va être consommé petit à petit. Donc quand on en a comme ici une enclave ou des particules dedans, on retrouve ce cheminement ici en aller-retour dans le domaine Al3TI plus taux et on revient ensuite dans Al3TI. Et de la même façon, on a aussi des phases manquantes puisque l'interface Al3TI titane n'est pas à l'équilibre. En revanche, si on regarde, les temps sont intéressants puisque pour voir apparaître cette bascule d'une interface silicure à une interface aluminure, il faut attendre 140 heures. Donc, et on n'est pas encore à l'équilibre. Donc, en fait, on n'a toujours pas le chemin de diffusion final stable à l'équilibre. Alors, je regarde le temps. Je voulais peut-être juste faire un petit exemple revenir sur cette histoire de paysage énergétique qui me paraît être quelque chose d'important. En revenant sur un exemple nickel chrome silicium dont a un peu parlé Thomas il y a 2 semaines. Donc là, vous avez une section isotherme nickel chrome silicium à 1200 degrés. Et c'est des travaux qui sont issus de la thèse de Camille Salsi, qui avait fait sa thèse à l'ONERA sous la direction de Thomas et il y avait qui aussi Daniel Monceau à Toulouse. Et donc, on a ici un couple de diffusion entre un alliage nickel-chrome 30% et un ternaire avec 20% de chrome, 10% de silicium. Et donc, ils ont fait ces couples de diffusion, obtenu les profils qu'on voit ici en chrome et en silicium. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les paysages de composition, bah, typiquement dans la solution de solide FCC, on ne voit pas grand-chose. En revanche, si on s'intéresse maintenant aux paysages en activité, et donc j'ai rajouté ici en rouge le gradient d'activité, c'est-à-dire des lignes d'isoactivité en silicium, et en noir, des lignes d'isoactivité en chrome. On voit qu'on a quelque chose d'intéressant, c'est que autant le chrome, on est dans un espèce de marais d'activité, c'est-à-dire que l'activité varie très très peu entre les deux extrémités de notre couple, l'activité du chrome. En revanche, l'activité du silicium, elle varie de plusieurs ordres de grandeur. Et en plus, si on regarde l'activité du chrome, elle fait une espèce de courbe un petit peu en C, comme ça, ce qui veut dire qu'on peut avoir des fluctuations, des variations d'activité, relation activité-composition, qui peuvent être un petit peu contre-intuitives. Et c'est ce qui peut expliquer peut-être les petites bosses qu'on voit ici sur les profils de concentration, parce qu'on a une bosse sur le profil de concentration, mais très certainement, on n'a pas de bosse sur le profil en activité. Et donc, on a 2 comportements très différents dans ce couple, parce qu'on a voilà, un gradient très fort sur l'un des éléments et un gradient très faible sur l'autre. Alors, j'ai le choix là, il faut que je fasse un choix pour tenir le temps. Donc, je vais peut-être vous parler de cet exemple-là. Non, je vais sauter cet exemple-là pour aller sur celui-ci. Donc, pour aller sur un cas de prévision de réactivité dans un système un peu plus complexe, donc un système quaternaire, donc avec du SiC et l'aluminium de titane dont on a parlé tout à l'heure déjà, Al3TI. Donc, le contexte, c'est l'assemblage de carbure de silicium par une application de brasage, donc avec du brasage par l'aluminium Al3TI. Donc là, on est sur quelque chose qui est forcément un petit peu plus compliqué puisqu'on est dans un quaternaire. Alors, on va se restreindre à une isotherme, donc on est dans un tétraèdre ici. On a le SiC qui est sur cette arête du tétraèdre. On a en face la L3TI qui est sur l'autre arête. Et donc, entre les deux, on a notre vecteur de composition initiale là, qui doit traverser notre tétraèdre et qui est ici représenté en pointillé bleu sur une section particulière de notre isotherme, d'accord, qui est la section qui est représentée ici en vert, qui relie exactement donc la SiC à Al3TI. Donc, on voit qu'on a quelque chose qui est relativement complexe, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas d'équilibre. On n'a pas de conode, donc on n'a pas d'équilibre. Alors, quand on fait ce type de manip, on aperçoit dans une ATD, on s'aperçoit qu'il y a un début de réaction aux alentours de 1260. Et quand on fait les manips dites de mouillage, effectivement, on voit se former un petit ménisque au pied du L3TI aux alentours de cette même température de 1260.
Donc ça pose la question de savoir la question de la première phase formée, qui est souvent une question qu'on a dans les zones de réaction, c'est-à-dire quelle est la première phase qui se forme. Et là, je voulais vous présenter du coup des calculs justement qu'on a réalisés avec Sofia Gambaro dans le cadre de sa thèse là-dessus. Elle avait assemblé une base de données thermo qui contenait les quatre éléments pour pouvoir faire des calculs typiquement de driving force. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On imagine un équilibre métastable à L3TI et 6C. Donc, c'est-à-dire qu'on met toutes les autres phases dans un état dormant et on va calculer leur driving force. Et ça nous permet d'envisager, alors encore une fois, je pense qu'il faut prendre ça avec une certaine distance, mais d'envisager quelle est la phase qui en fait a déjà la driving force la plus importante pour se former. Et on voit typiquement que c'est le liquide. Ici, on a les driving force et c'est le liquide qui a la driving force la plus importante. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est le libérer. Donc, dans le calcul thermo, on va libérer le liquide, on va l'autoriser à se former, et on va se former un liquide qui est ici avec 22% de silicium et 11% de titane. Une fois que ce liquide est libéré, on peut de nouveau regarder pour les autres phases, quelles sont celles qui vont se former par la suite. On recompare leur driving force et on regarde que typiquement, les phases qui vont se former par la suite, c'est peut-être le carbure de titane et la phase max Ti3 et 6C2. Si on compare ça à ce qu'on observe dans les microstructures, on observe effectivement la formation d'un liquide en pied de goutte, comme je vous disais tout à l'heure. Et si on regarde pour des temps courts, à quoi ressemble la zone interfaciale, on a ici le SIC à gauche, AL3TI qui est ici à droite, et en interface, on va trouver effectivement du TI3 et 6C2, donc la phase max, et voilà, TI3 et 6C2 de nouveau ici, mais avec une composition différente. Et ici, entre les deux, là, on voit le domaine riche en aluminium qui correspond en fait à quelque chose qui a été liquide, d'accord, et qui s'est resolidifié. Et tout à fait le long de l'interface, en zone très fine, on a le TIC. Donc on retrouve assez bien nos phases. Ensuite, on peut faire des choses, on peut continuer à anticiper ce phénomène de réaction en constatant typiquement que dans notre système quaternaire, le liquide est cantonné à la face qui est en bas ici, la face aluminium, silicium, titane. Donc, ça veut dire que notre liquide qui s'est formé initialement, qu'on a calculé, il va évoluer le long dans cette face-là, dans cette face qu'on voit en bas, d'accord. Il va cheminer dans cette face. Et en cheminant de ce côté-là, donc qui est représenté ici, il va se connecter avec des phases solides qui, elles, sont dans la partie haute et qui vont notamment contenir le carbone. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va monter en température, la L3TI va fondre et donc nourrir le liquide en aluminium et en titane, pendant que ce liquide va dissoudre du silicium et du carbone, donc s'enrichir beaucoup moins vite en silicium et en carbone, parce que ça va dépendre de la réaction avec SiC. Donc ça nous permet d'anticiper que le liquide, typiquement, initialement ici, qu'on a calculé précédemment, il va s'enrichir en Al3TI. Donc, sur notre face ici, où on a le liquide, on peut anticiper que le liquide va se déplacer vers Al3TI. Donc, il va monter comme ça. Et donc, là, on a la nature des phases qui sont en équilibre avec ces liquides. Donc, au fur et à mesure que le liquide monte, il est d'abord en équilibre principalement avec la phase max. Il peut aller chercher un équilibre avec la phase TI5 et C3CX. Mais ensuite, une fois qu'on a qu'on a fondu tout la L3TI, on ne peut plus enrichir le liquide en titane. En revanche, ce liquide peut continuer de s'enrichir en silicium par la réaction avec le SiC. Et donc, notre liquide va prendre un autre chemin et va repartir en direction du silicium, ce qui va le ramener à nouveau dans la phase max. Donc, tout ça nous permet d'anticiper à la fois la zone réactionnelle, mais aussi, chose que je n'ai pas montré sur cet exemple-là, mais aussi la nature du liquide solidifié. Voilà, donc quelques conclusions rapides pour dire que le concept de chemin de diffusion est utile pour analyser de la réactivité. Souvent, les écarts entre chemin de diffusion et chemin réactionnel en fait, sont porteurs d'informations, notamment sur les différences de cinétique de croissance entre phases. C'est-à-dire qu'il y a du sens à trouver derrière quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on attend. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui est très utile pour anticiper les réactions et tenter de les contrôler. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation, Olivier. On va donc commencer les questions. On a une question qui a été posée dans la discussion ici à l'écrit.
C'est une question de Jérôme, donc j'imagine Jérôme Andrieux. Euh, Oui. ouais, tu peux la poser, effectivement, reprendre le micro si tu veux, et la poser directement, ça sera peut-être plus sympa. Bonjour tout le monde, c'est sympa de me donner la parole en premier. C'est peut-être moi qui côtoie Olivier le plus souvent, mais même en le côtoyant souvent, eh ben, j'apprends toujours de ses présentations. Olivier, j'ai une question. Là, tu présentes beaucoup de graphes en activité pour suivre la partie énergétique. Pour la phase TO6, par exemple, sur le slide 28, là, tu parles de la phase TO6. C'est un composé défini ternaire, donc composition fixe. On a compris que son activité pouvait varier en silicium. L'activité du silicium pouvait varier, pardon, dans cette phase. Et je ne comprends pas si la valeur d'activité que tu attribues à la valeur d'activité en silicium du taux 6 que tu lui attribues, là, tu fais arrêter ta ligne à une certaine valeur d'activité. Est-ce qu'elle est calculée ou est-ce que c'est schématisé? Est-ce que tu arrives à déterminer exactement la valeur d'activité du silicium dans le taux 6 dans cet exemple-là? Non, bonne remarque. Là, le taux 6, la façon dont j'ai fait mon chemin là, qui passe par taux 6, effectivement, c'est totalement. C'est schématisé. Enfin, ouais, c'est schématique et on ne peut pas la définir euh, parce que effectivement, c'est un composé. C'est une bonne question parce que c'est un composé qui est un composé parfaitement stoichiométrique, donc c'est un point dans le domaine de composition. Mais comme il est en équilibre avec du silicium pur et quelque chose qui est simplement une solution solide d'aluminium saturé en silicium, on a même avec de l'aluminium aussi tout seul, il a un domaine d'existence sur dans une activité qui est très très grand. Oui. Du coup, il peut se connecter, il peut finalement se connecter avec beaucoup de choses. Et là, en fait, on ne sait pas trop dans la traversée, voilà, dans la traversée ici, parce qu'en fait, là, ce qui est représenté, le trait vertical ici, c'est la traversée du taux 6. Comme l'autre interface, on ne sait pas où elle est, puisqu'elle n'est pas à l'équilibre, on ne peut pas savoir où est-ce qu'il s'arrête. Donc, ça veut dire que si je continue le slide 28, tu as un exemple où voilà, le taux 6, après, il est en équilibre avec taux 2. Donc là, par contre, l'activité du silicium dans taux 6, elle est fixée par l'équilibre avec taux 2. Et donc, du coup, là, ça a une signification, le palier horizontal que tu représentes. Alors, Parce que toujours taux pas 2 et taux vraiment. 6, ouais, Toujours pas taux 2 vraiment. et taux 6, ils Parce peuvent qu'en être en fait, tout ce équilibre. qu'on sait, si on a Voilà. un équilibre taux 6, taux 2, ça veut dire qu'on passe par ici, voilà. OK. OK. Mais on sait qu'on n'est pas là, ni au-dessus, mais de Mais la même façon, la traversée ici à l'intérieur, elle est difficile à définir, de savoir où est-ce qu'on est exactement. d'accord. Ben, merci Olivier, parce que du coup, c'est des questions qu'on se pose. La seule façon pourquoi je l'ai fait passer en bas, je l'ai fait passer en bas parce qu'en fait, on a des signes qu'à l'intérieur, il n'y a pas que du taux 2, il y a du taux 10, et taux 10 est ici. C'est ce Donc sur qu'on voit l'équilibre en dessous. triphasé, ouais, Ouais. ouais. Merci. Alors, on a une nouvelle question de Stéphane Gosset. Stéphane, tu veux la prendre dans ta voix? Bonjour à tous, je vais pas prendre la parole parce qu'en fait, il y a des travaux chez moi et c'est un vrai bazar. Donc voilà, Si tu- ma question est là. Simplement pour savoir s'il y a des règles. Je vois que les chemins coupent parfois parallèlement ou perpendiculairement les conodes pour les équilibres biphasés. Y a-t-il des règles ou est-ce lié à des observations expérimentales? Et puis j'ai un peu cette même question pour savoir comment c'est déterminé quand on voit que tes chemins coupent des équilibres triphasés. Ouais, alors là, on se ramène un peu à. Alors, selon les conodes, on se ramène un peu à la représentation de Clark. Si on traverse un biphasé sur une conode, ça veut dire qu'on a une interface plane. Donc, il y en a une ici, c'est les pointillés, c'est GH. D'accord? C'est une interface plane. Si on traverse un domaine biphasé, comme ici, par exemple, entre M et I, et qu'on le traverse en biais comme ça, alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple sur le titane, c'est qu'on voit assez bien que ce que ça provoque, c'est une variation de proportion des deux phases, puisque quand on est en M, on est 100% gamma et on n'a pas de delta, et quand on est en I, la proportion de delta a augmenté. Donc ça veut dire qu'on a bien traversé ce domaine qu'on voit ici, où M est là, donc on a gamma pur, et on descend, et en descendant, on augmente la proportion de la deuxième phase delta. Donc si on coupe les conodes, ça veut dire qu'on traverse un domaine à deux phases dont la proportion d'une des phases varie.
Donc, effectivement, ça va dépendre. La façon dont on traverse est en lien avec la microstructure. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Ouais, merci pour la Et on réponse. retrouve la même chose après là sur Ouais, la ouais. traversée JK qui correspond à une variation de proportion entre lambda et mu. Ok, Donc, on traverse un biphasé. ok. Merci beaucoup, Olivier. Peut-être pour continuer sur le même thème, enfin, il n'y a pas d'autres questions par écrit, mais on voit qu'il y a toujours, enfin, il y a souvent plusieurs choix possibles de chemin de diffusion. Tout à fait. Et tu nous présentes des exemples où en fait, tu analyses les deux en même temps. Tu as le côté expérimental d'un côté, le diagramme, et ça te permet d'utiliser l'un pour mieux comprendre l'autre et vice-versa. Mais Ouais. si tu n'as que le diagramme, j'imagine qu'il manque des informations. Alors, c'est l'exemple que j'ai présenté tout à la fin là, avec le AL3TI-SIC, parce que là, on a fait l'effort de faire tout. Je le présente là comme les deux en parallèle, mais on a bien fait tout de manière séparée. Et typiquement, l'analyse de la première zone, première phase formée, etc. Donc, la difficulté, c'est que les infos qu'on n'a pas quand on s'appuie là-dessus, sur la base de données, sur les calculs thermaux, bah, c'est la partie cinétique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir anticiper typiquement le début en s'intéressant à des aspects, comme je l'ai calculé ici, métastabilité. Donc, ça va nous permettre de bien anticiper ce qui va se former au tout début. Et puis ensuite, sur les diagrammes en activité, on va avoir les informations principalement sur ce qu'on peut attendre à la fin, c'est-à-dire quand on sera sur un chemin d'équilibre. Mais c'est vrai que pour tout ce qui va pouvoir se passer entre les deux, ça nécessite quand même des connaissances sur les phases et un petit peu leurs caractéristiques en termes de croissance. Là, c'est vrai que c'est là où s'arrête un petit peu ce qu'on peut faire avec simplement le calcul thermo, même composition, activité. Il y a le choix qui va être fait par le système de passer par tel ou tel, et il est assez compliqué. Et on n'a pas la capacité, aujourd'hui, on n'a pas encore la capacité à anticiper complètement ça. Et j'en ai une preuve sur l'aluminium silicium fer. C'est un cas qu'on avait beaucoup apprécié avec Jean-Claude Viala à l'époque, parce que typiquement dans ce genre d'endroit, d'interface là, on n'a pas le même chemin en fonction de l'endroit où on est dans l'interface. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le système, en fait, en fonction de choses qui peuvent varier de manière, on va dire, vraiment des petits pouillèmes, des petits quelque chose de composition ou je ne sais quoi, d'impureté peut-être, en fait, il va avoir le choix, parce que le paysage énergétique, on voit qu'il peut traverser, en fait, tout est assez voisin. Et à certains endroits, il va former certains intermétalliques et tu te mets quelques centaines de microns plus loin et il en a formé d'autres. Donc, en fait, ça pose même la question de l'unicité du chemin de diffusion. C'est-à-dire que dans certains systèmes, je pense qu'il n'y en a pas un seul. Il y en a vraiment plusieurs possibles. Et même, on en a, dans certains échantillons, on en a déjà vu plusieurs en même temps. Sans pouvoir, du coup, véritablement expliquer et anticiper, à part le fait que, finalement, bah ouais, énergétiquement, il n'y a pas tellement de différence de passer par là ou par là. Donc, le système, après, c'est la cinétique qui va le guider. Et là, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus difficile d'aller anticiper ces aspects cinétiques de croissance des phases. D'accord. Alors, je regarde en même temps. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui, alors sinon, il y avait aussi Dominique Mangelin qui levait la main. Eh bien, je laisse. Et bonjour à tous. Merci Olivier pour ce très bel exposé, c'était très intéressant. J'ai une question sur ton transparent 15. Tu mets que tu peux estimer les épaisseurs. Je croyais que c'était beaucoup lié à la cinétique, mais j'ai peut-être pas compris. Ouais, je suis d'accord avec toi. Estimer les épaisseurs par rapport à toujours pareil sur la formation à l'équilibre. C'est-à-dire si je reviens plutôt sur sur ça là. Là, ce qu'on peut estimer, c'est que vu où on va passer ici, on va pas s'éloigner énormément parce que si on peut pas faire énormément de cette phase en vert, parce que ça nous décale beaucoup du chemin. Donc, on aura plutôt tendance à former cette phase-là va être en quantité moindre par rapport à la phase bleue. D'accord. C'est ce genre d'estimation. Ouais, c'est la règle du levier.
Voilà, c'est ça, exactement. Ça reste des choses qui sont très à la règle du levier. Ok. Mais on peut effectivement aussi se faire surprendre avec une phase qui pousse de manière très épaisse et qui va faire disparaître l'autre. C'est un peu ce qu'on a avec la phase état dans les Fe2L5, dans les couples avec le fer. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour ton... Merci Dominique. Jérôme, si tu voulais poser une autre question. Merci, mais ça rejoint un peu la question de Dominique, c'était l'écart du chemin de diffusion par rapport au vecteur composition. Bon, du coup, ça va. Et je me permets d'en ajouter une, de la même manière que la cinétique rajoute un élément supplémentaire qui n'est pas contenu dans le diagramme de phase et qui va aussi renseigner sur les produits de réaction. Est-ce que les énergies d'interface sont susceptibles de faire changer aussi la morphologie, voire de faire passer le chemin par un autre endroit? Ouais, ça c'est une bonne question et ça je renverrai bien à un prochain séminaire de Dominique Mangelinck. Parce que nous, de ce qu'on a vu, non. Après, je crois, mais là, vraiment, je laisserai bien la main à Dominique pour dire que peut-être typiquement, quand on fait des choses en couche mince, par exemple, tout ce que j'ai dit sur la question que l'aspect nucléation, là, sur l'exemple du ALTI, ne jouait pas, je suis pas sûr que ça tienne toujours quand on est justement en couche mince. Et du coup, ça renvoie, quand on parle des problèmes de nucléation, on renvoie assez vite aux problèmes, par exemple, d'énergie d'interface et de leur influence. Nous, dans les types de systèmes qu'on a regardés, par nature, on a étudié beaucoup des systèmes avec des métaux liquides. On est toujours sur des choses qui sont plutôt avec des phases volumiques. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu à regarder, qui n'est jamais apparu comme ayant un effet majeur. Mais je pense que dans d'autres systèmes et dans d'autres configurations, par exemple les films minces, en revanche, tu as raison, c'est des choses qui doivent être regardées. Je ne sais pas ce qu'en pense Dominique, mais... Oui, c'est vrai que bon, on a les problèmes de nucléation, peut-être plus dans les films minces, mais c'est toujours délicat la nucléation. C'est pas quelque chose qui est très facile et on se pose toujours la question entre compétition cinétique ou des problèmes de nucléation. Hein, donc, ce que tu as évoqué aussi. Quoi. Ok. Je pourrais vous en parler, hein, mais pas tout de suite. Quand tu veux, Dominique. Eh bien, on attendra donc un prochain séminaire. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a plus de questions dans la discussion, plus de mains levées. Donc, on va remercier encore une fois Olivier et puis on va clôturer le séminaire pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Je n'ai plus la date en tête, mais il y aura une communication de toute façon par mail, comme d'habitude. Merci. Voilà. Merci à tous d'avoir assisté et à bientôt. Merci Olivier. Merci à tous. Au revoir.